Mes parents et ma sœur ont abandonné ma fille de 17 ans dans le désert. Pas d'eau, 115 degrés. Elle ira bien, a dit ma mère. Elle avait juste besoin d'espace, a ajouté ma sœur. Je n'ai pas hurlé. Voici ce que j'ai fait. Le lendemain matin, ma fille était en sécurité. Puis ils ont reçu l'appel et leurs visages sont devenus complètement pâles. Laissez-moi vous raconter comment cela a commencé, car cela n'a pas commencé par une dispute dramatique ou une grosse explosion. Cela a commencé par juste un petit bip discret d'une application sur mon téléphone pendant que je pliais le linge. Je l'ai presque ignoré. Je pensais que c'était une de ces mises à jour inutiles, du genre qui vous dit que votre enfant a fait 5 pas ou atteint son objectif d'hydratation. Mais ce n'était pas ça. C'était une alerte de batterie faible de la montre connectée d'urgence de ma fille. Celle d'Alison. Elle a 17 ans, elle est prévoyante, le genre de fille qui charge son téléphone à 72% juste au cas où. Alors, un signal GPS qui s'éteint de sa part. Ce n'était pas normal. C'était un signal d'alarme. J'ai d'abord essayé de l'appeler. Directement sur la messagerie vocale. Puis j'ai réessayé encore et encore et encore. Au 4e appel, mes mains étaient moites. Alison était en voyage pour le week-end avec mes parents et ma sœur, Claire. Ils avaient demandé à emmener les enfants en randonnée, juste une simple escapade familiale en Arizona. Les enfants de Claire, Mason et Chloé, y sont allés aussi. Alison, étant l'aînée à 17 ans, avait d'abord hésité. Elle n'avait pas exactement une relation étincelante avec ma famille, mais Claire lui avait envoyé un texto, prenons un nouveau départ. Juste nous et les enfants. Ma mère avait dit quelque chose de similaire, laisse-nous apprendre à mieux la connaître. Une pause te ferait du bien, Nathalie. J'avais failli dire non. Failli. Mais Alison m'avait regardé et avait dit, et s'ils étaient vraiment sincères cette fois? J'ai dit oui. Maintenant, je ne pouvais plus la joindre. Et j'avais une notification m'indiquant que sa montre était en train de mourir. Alors, j'ai fait ce que toute mère ferait. J'ai commencé à me mentir à moi-même. Peut-être qu'il n'y a pas de réseau. Peut-être qu'ils sont juste hors de portée. Peut-être qu'elle a fait tomber la montre et qu'elle est dans la voiture. Mais j'ai quand même ouvert la carte GPS. Et c'est là que tout en moi s'est glacé. Le point sur la carte, la dernière position connue d'Alison, n'était pas près d'une route, pas près d'une ville, pas près de quoi que ce soit. C'était un sentier de randonnée au cœur du désert, à des kilomètres de l'autoroute, entouré de sable rouge, de roches déchiquetées et d'un indice de chaleur qui avait atteint 115 degrés Fahrenheit à midi. J'ai appelé ma mère. Elle a décroché à la 2e sonnerie comme si elle attendait. Oh, elle s'est un peu éloignée, a-t-elle dit nonchalamment. Elle s'est énervée pour quelque chose, a dit qu'elle avait besoin d'espace. De l'espace? Dans le désert? À midi? Claire a ensuite pris la parole sur le haut-parleur. Elle est dramatique, Nathalie. Tu sais comment elle est. Je n'ai pas dit un mot. Pas un seul. J'ai juste raccroché, parce que si j'avais continué à écouter, j'aurais dit quelque chose que je n'aurais pas pu reprendre, et je n'avais pas de temps à perdre dans une dispute. J'ai ouvert mon ordinateur portable, réservé le premier vol pour Flagstaff. Puis j'ai retrouvé un ancien numéro dans mon téléphone. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années, mais il fut un temps où nous avions passé un long été à randonner ensemble dans les canyons, lui en tant qu'instructeur de survie en milieu sauvage, moi en tant que mère surpréparée au bord de l'épuisement. Il a décroché après 2 sonneries. J'ai besoin de toi, ai-je dit. Il n'a pas demandé pourquoi, juste où. À l'aéroport, je me souviens à peine d'avoir passé la sécurité. Mes mains tremblaient encore, mais mon esprit non. Il y avait une sorte de clarté dans la panique, une concentration sombre et froide que je n'avais pas ressentie depuis l'accouchement, ou peut-être depuis mon divorce. Le genre de concentration où l'on n'a pas le luxe de la rage. On bouge, on agit, on survit. Je la voyais sans cesse dans ma tête, Alison avec son ridicule chapeau de soleil, son sac d'appareil photo, sa bouteille de crème solaire indice 70. Je l'avais aidée à faire ses bagages il y a 2 jours. Je lui ai fait promettre de s'hydrater. Elle a levé les yeux au ciel. Je l'ai serrée 2 fois dans mes bras, j'ai dit « je t'aime » 3 fois comme une idiote qui pensait que cela la protégerait. Au moment où j'ai atterri, Louis attendait déjà près des jeeps de location avec de l'eau supplémentaire, une vieille carte de randonnée et une trousse de secours. Il m'a regardé et a dit « allons retrouver ta fille ».
Nous avons atteint le début du sentier 1 heure avant le coucher du soleil. Pas de voiture, pas d'autres randonneurs, juste un poste de garde forestier à environ 1 kilomètre qui semblait abandonné. J'ai montré à Louis le tracker. Il a froncé les sourcils. Elle est bien loin du sentier principal, a-t-il dit. Si elle ne bouge pas, ce n'est pas bon signe. J'ai hoché la tête. Je ne pouvais pas parler parce que si j'ouvrais la bouche, j'allais soit vomir, soit hurler. Nous avons marché. L'air semblait vouloir m'arracher la peau. Mes bottes se sont remplies de sable. Mon cœur battait la chamade dans mes oreilles. Nous avons passé un lit de rivière asséché. Un emballage de barres de céréales déchirées. Et puis l'écharpe d'Alison attachée à un rocher comme un marqueur. Louis l'a ramassée. Elle essaie d'être retrouvée, a-t-il dit. Mes jambes ont failli me lâcher. Nous avons continué. À un moment, j'ai cru voir quelque chose au loin. Une silhouette, une ombre, mais ce n'était rien. Juste la chaleur qui jouait des tours à ma vision. Mes lèvres se sont gercées. J'ai arrêté d'essuyer la sueur de mon visage. Chaque seconde qui passait, je pensais, si j'avais attendu 1 heure de plus, serait-elle encore en vie? Et pourtant, pas une seule fois, pas une seule seconde, je ne me suis laissé pleurer. Parce que les larmes ne règlent rien. L'action, si. Nous avons ensuite trouvé une bouteille d'eau, couchée sur le côté dans la poussière. Louis l'a regardée. Encore chaude, a-t-il dit. Elle est proche. Nous avons grimpé sur une corniche rocheuse alors que le soleil devenait orange derrière nous. C'est là que je l'ai vu, un éclair de mouvement sous un affleurement rocheux déchiqueté. Quelque chose de recroquevillé. J'ai couru avant que Louis ne puisse dire un mot. Et elle était là. Alison. Les yeux mi-clos, les lèvres sèches, la peau rouge, portant toujours ce stupide chapeau de soleil. Et vivante. À peine. Je suis tombé à genoux et je l'ai prise dans mes bras. Son corps était chaud comme une fournaise. Elle a murmuré quelque chose que j'ai à peine entendu. Quoi, ai-je demandé, en essuyant la poussière de ses joues. Ils ont pris mon sac, a-t-elle dit. Exprès. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Parce que ce qu'elle a dit ensuite a fait que quelque chose en moi s'est brisé en deux. Et cette partie de l'histoire n'a pas encore été racontée. Pas jusqu'à maintenant. Laissez-moi vous dire quelque chose sur ma famille. Nous ne pratiquons pas l'hostilité ouverte. Ce serait trop honnête. Nous pratiquons la cruauté polie. Nous pratiquons nous aimons tout le monde de la même manière accompagné d'un mais. Parlons un instant de Claire. Claire, ma sœur cadette, était l'élue, la bruyante, la pétillante. Elle pouvait rater un cours et recevoir un gâteau pour avoir fait de son mieux. J'ai eu un B+ une fois et ma mère m'a demandé si j'étais distraite par les garçons. Ce n'était pas violent, ni dramatique, ni évident. C'est ce qui rend les choses pires. En grandissant, Claire avait le droit d'être désordonnée, de mauvaise humeur et créative. On attendait de moi que je sois calme, serviable et silencieuse. Quand Claire faisait une crise de colère à Thanksgiving, elle avait droit à un bain chaud et une cabane en couverture. Quand je pleurais, je gâchais l'ambiance. Et je les ai crus. Pendant des années, j'ai vraiment cru qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi, quelque chose de trop ou de pas assez. Mais ensuite j'ai eu Alison. Et pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'a regardé comme si j'étais le soleil. Alison n'était ni bruyante ni douce. Elle était vive, observatrice, un peu intimidante si je suis honnête. Elle posait des questions difficiles à 5 ans et ne souriait pas simplement parce qu'on le lui demandait. Elle me rappelait moi, mais en mieux. Mes parents n'ont jamais su quoi faire d'elle. Ils ont essayé à leur manière. Lui ont acheté des stylos à paillettes et des pulls roses. Elle portait des sweats à capuche noire et mémorisait les lois de l'État juste au cas où. Alors il souriait. Il l'incluait. Jusqu'à ce que grand-mère Rose intervienne. Ma grand-mère, Rose, est une femme terrifiante. Le genre qui affûte ses propres cisailles de jardin et envoie encore des notes de remerciements manuscrites. Elle a 92 ans et si elle disait à une tornade d'attendre qu'elle ait fini son petit déjeuner, celle-ci obéirait probablement. Elle a immédiatement adopté Alison. Enfin, a-t-elle dit la deuxième fois qu'elles se sont rencontrées, quelqu'un dans cette famille qui écoute. Elles étaient proches, plus proches que n'importe qui d'autre dans la famille. Je l'ai vu se produire, mais je ne suis pas intervenu.
C'était la seule fois où j'ai vu Allison vraiment baisser sa garde. Et Rose, elle a vu en Allison quelque chose que les autres n'ont jamais pris la peine de chercher. Le mois dernier, Rose m'a invité. Thé, sablé, son testament sur la table entre nous. La moitié de tout ce que je laisserai ira à Allison, a-t-elle dit. Le reste ira aux enfants de Claire. Ne discute pas, je ne l'ai pas fait. Je n'ai même pas parlé pendant une minute entière. Je n'avais pas demandé ça. Ni Allison. Mais je savais ce que cela signifierait. Et je savais que ça allait mettre le feu aux poudres. Claire l'a découvert 4 jours plus tard. Ne me demandez pas comment. Ma famille a plus de fuite qu'une passoire. Elle m'a appelé. Dès que j'ai décroché, elle hurlait déjà. Tu te moques de moi, a-t-elle crié. Ça fait 3 enfants contre une. Tu es sérieusement d'accord avec ça? Ce n'est pas moi qui ai écrit le testament, ai-je dit. C'est Rose. Eh bien, tu n'as certainement pas essayé de l'en empêcher. Elle m'a raccroché au nez. Ma mère a appelé 1 heure plus tard. Tu sais, Claire a des difficultés en ce moment à son travail, les enfants, son mariage. Je ne suis pas responsable de son mariage, ai-je dit sèchement. Elle a juste peur que ta fille manipule Rose. Ce mot, manipuler. Allison, qui a passé toute sa vie à scruter les expressions des gens pour deviner ce qu'ils ne disent pas. Allison, qui dit des choses comme ça va quand ça ne va clairement pas, juste pour éviter de mettre les gens mal à l'aise. Manipulatrice. C'est la meilleure. Après ça, les choses se sont refroidies. Silencieusement, bien sûr. Allison a été exclue des discussions de groupe. Un des enfants de Claire a eu un anniversaire. Tout le monde a posté des photos, sauf qu'Allison n'était sur aucune d'entre elles. Même si elle était là. Elle est rentrée ce jour-là et a dit, « Tu penses qu'il me déteste ?» J'ai dit, « Non. » J'ai menti. Puis est venue l'invitation soudaine. « Et si on emmenait les enfants en Arizona ?» a dit ma mère au téléphone. Un petit voyage pour resserrer les liens. Sans pression. Juste Claire, les cousins, nous et Allison. J'ai demandé, pourquoi maintenant? Maman a dit, elle fait partie de la famille. Nous devrions tous essayer. Claire a envoyé un texto de suivi à Allison, repartons à 0, pour de vrai cette fois. Allison a fixé son téléphone pendant un long moment. Puis elle a dit, et si cette fois c'était différent? J'aurais dû dire non, mais je voulais y croire, moi aussi. Je l'ai aidé à faire ses bagages, je lui ai fait vérifier 3 fois son chargeur, sa crème solaire, ses encas de secours, je lui ai fait la leçon sur l'hydratation. Elle a levé les yeux au ciel. On dirait que je pars en randonnée seule dans la vallée de la mort, a-t-elle dit. Je n'ai pas ri. Avant qu'elle ne parte, je l'ai serrée 2 fois dans mes bras, je lui ai dit que je l'aimais 3 fois. Elle a de nouveau levé les yeux au ciel, mais elle a aussi souri un peu. Puis elle est partie. Selon elle, c'est arrivé le 3e jour. Il randonnait sur une crête aride quelque part à l'ouest de Flagstaff. Claire a dit, va prendre des photos près des rochers là-bas. On attend ici. C'est ce qu'elle a fait. Elle a marché devant, appareil photo à la main. Excitée, confiante. Elle a dit qu'elle s'est retournée 10 minutes plus tard, et la voiture avait disparu. Au début, elle a pensé qu'ils avaient peut-être fait le tour pour la retrouver de l'autre côté. Puis elle a réalisé que son sac manquait. Pas son sac à dos de jour, celui avec juste son téléphone, sa montre et son eau. Son sac principal, celui avec son chargeur de secours, sa balise GPS d'urgence, sa 2e bouteille d'eau, sa carte, son mélange de fruits secs, sa pièce d'identité est disparue. Elle a attendu 2 heures avant d'arrêter d'attendre. Puis elle a écrit une note, l'a glissée dans sa chaussette au cas où, je m'appelle Allison. Ma famille m'a abandonné. Le numéro de ma mère est dans mon sac d'appareil photo. S'il vous plaît, appelez-la. C'est ce qu'elle m'a dit à l'hôpital. Mais à ce moment-là, sur le rocher, son corps mou dans mes bras, elle a d'abord dit autre chose. Ils ont pris mon sac exprès. Et j'ai su que ce n'était pas seulement de la négligence. Ce n'était pas seulement qu'ils étaient négligents ou cruels. C'était un plan silencieux, cruel, prémédité. Parce que s'il arrivait quelque chose à Allison, il pensait que le testament changerait. Il pensait qu'il irait aux enfants de Claire à la place. Il pensait pouvoir faire passer ça pour un accident, comme si elle s'était égarée, perdue, n'avait pas supporté la chaleur. Ils l'ont sous-estimé. Ils l'ont toujours fait.
Et moi. Ils ont oublié qui l'a élevé. Je n'ai pas hurlé. Je ne les ai même pas appelés. Mais j'ai ouvert un dossier sur mon téléphone, celui intitulé juste au cas où. Parce que je collectionnais les preuves depuis plus longtemps qu'ils ne le pensaient. Il y a quelque chose d'écœurant à regarder son enfant dormir dans un lit d'hôpital, même quand elle est stable, même quand l'infirmière dit qu'elle va s'en sortir. Parce que tout ce à quoi je peux penser, debout là avec une tasse de café de distributeur automatique et du sable encore collé à mes bottes, c'est à quel point ils sont passés près. À quel point j'ai failli la perdre et à quel point il semblait calme au téléphone quand j'ai demandé où elle était. Le médecin a dit que c'était un coup de chaleur et une déshydratation modérée. Pas assez pour être fatal, pas cette fois, mais assez pour que quelques heures de plus auraient pu faire pencher la balance. Assez pour que ses reins protestent et que son cœur soit à la limite d'un rythme qu'il n'aimait pas. Louis s'est assis avec moi dans le couloir pendant qu'il lui administrait des fluides par intraveineuse. Il n'a pas dit grand-chose, m'a juste tendu une bouteille d'eau et a haussé un sourcil. J'ai dit, ils l'ont laissé. Il a dit, je m'en doutais. J'ai fixé le mur. Ils ont pris son sac. Il a hoché la tête. Il voulait un déni plausible. Tu penses que ça tiendra? Louis a siroté son café et a dit, ça dépend. Tu veux y aller en douceur ou faire du bruit? J'ai commencé en douceur. J'ai passé des appels, rassemblé toutes les photos que j'avais, tous les textos, tous les messages vocaux. Le sac d'appareil photo qu'Alison avait caché sous la corniche rocheuse contenait encore sa caméra de vlogging, parce que, bien sûr, c'était le cas. Elle a 17 ans. Elle documente tout. Il s'est avéré qu'elle filmait quand Claire lui a dit d'aller voir cette crête. Le clip était tremblant mais clair. La voix de Claire va prendre de bonnes photos. On attend ici. Alison répondant, d'accord, je fais vite. Puis rien. Le silence. 10 minutes plus tard, alors que la caméra enregistrait encore dans sa main, elle s'est retournée et a chuchoté, où sont-ils allés? J'ai téléchargé la vidéo, les sauvegardé sur 3 disques durs, imprimé les captures d'écran. Ensuite, j'ai extrait le journal GPS de sa montre connectée. Il l'a montré marchant, s'arrêtant, revenant sur ses pas, marchant à nouveau, tournant en rond, restant immobile. Aucun mouvement pendant 2 heures complètes. Puis enfin, ma propre icône arrivant sur la carte comme un crescendo numérique. Je n'ai pas appelé ma famille. Je n'ai pas envoyé un seul texto. Mais j'ai envoyé un courriel à l'avocat de grand-mère Rose, un homme nommé Benson qui m'avait un jour envoyé une lettre d'excuse manuscrite pour avoir renversé du vin sur mon manteau lors d'une fête du Nouvel An il y a 5 ans. Il s'occupait également de la succession de Rose, de sa fiducie et de chaque mise à jour de son testament depuis les années 90. Sujet, urgent concernant l'incident en Arizona. J'ai joint la vidéo, le journal GPS, le formulaire d'admission d'Alison à l'hôpital, un scan de la note qu'elle a laissée dans sa chaussette, une copie des textos de Claire invitant Alison au voyage. Je n'ai inclus aucun commentaire, juste des faits. Benson a répondu dans l'heure, reçu. Rencontre avec Rose demain matin. Le deuxième appel que j'ai passé était au bureau du shérif local. Pas le 911, pas une ligne d'urgence frénétique, juste un appel calme à une petite ville près de Flagstaff. J'ai demandé le détective chargé des personnes disparues et des incidents sur les sentiers. J'ai tout expliqué en phrases courtes et sèches. Ont-ils signalé sa disparition? Non. Ont-ils quitté la région après sa disparition? Oui. Sont-ils jamais revenus la chercher? Non. Ai-je des raisons de croire qu'ils savaient qu'elle avait été laissée derrière? Oui, et je peux le prouver. L'officier en ligne, le détective Moreno, a écouté sans interrompre, puis a dit, pouvez-vous passer? Je ne suis pas dans l'état, ai-je dit. Mais je peux tout télécharger et je suis prête à déposer une déclaration sous serment. Il y a eu une longue pause. Puis il a dit, je vais vous envoyer un lien sécurisé. N'envoyez pas ça par courriel. Quand je suis retourné dans la chambre d'Alison, elle était réveillée, à peine. Elle m'a regardé avec des yeux fatigués et a dit, est-ce qu'ils viennent? Je me suis assise à côté d'elle et j'ai dit, pas à moins que ce ne soit avec des menottes. Elle m'a fait un petit sourire gercé. Le lendemain, la voix d'Alison est revenue complètement. Son sarcasme aussi. Elle a demandé à l'infirmière si le liquide intraveineux comptait dans ses objectifs d'hydratation quotidien. Quand elle a eu l'air mieux, elle a dit les mots que je ne m'étais pas permis de penser, je ne pense pas qu'ils aient jamais eu l'intention de me ramener à la maison. Je ne l'ai pas nié.
Elle m'a raconté toute l'histoire par morceaux. Comment ils se sont arrêtés pour faire le plein et Claire a sorti son sac d'urgence de la voiture par erreur. Comment Claire avait insisté pour qu'elle éteigne son téléphone principal pour qu'il se charge plus vite. Comment on avait dit à ses cousins, Allison retrouve un ami plus tard. On la récupérera sur le chemin du retour. Ils avaient scénarisé toute l'affaire. Je lui ai demandé si elle voulait les dénoncer elle-même. Elle a dit, non, je veux que ce soit toi. J'ai dit, bien, parce que je l'ai déjà fait. Cet après-midi-là, j'ai reçu le premier message de Benson. Sujet, incident en Arizona. J'ai parlé avec Rose. Elle a tout vu. Vous voudrez rester disponible au cours des 2 prochaines semaines. Cela ne restera pas silencieux longtemps. Puis j'ai reçu le deuxième message du détective Moreno. Nous préparons un rapport formel et une demande d'inculpation. Mise en danger délibérée d'un mineur. Négligence d'enfant. Omission de signaler une personne disparue. Contacterons directement les individus concernés. Pourtant, je n'ai pas appelé ma mère, ni mon père, ni Claire. Non pas parce que j'avais peur de ce qu'ils diraient, car je le savais déjà. Claire dirait que c'était un malentendu, qu'Allison était partie en trombe, qu'ils avaient attendu des heures. Maman dirait que je surréagis. Papa ne dirait rien, puis m'enverrait un article sur la réconciliation familiale sans contexte. Je ne voulais pas de leurs mensonges. Je voulais leur silence. Et je voulais que d'autres personnes entendent la vérité avant qu'ils n'aient la chance de la déformer. Je n'ai rien posté publiquement, mais j'ai mis à jour mon dossier d'urgence. Celui que Rose appelait autrefois le classeur des retombées familiales avait maintenant un onglet intitulé désert. À l'intérieur, des copies de tout ce que j'ai envoyé à Benson et au shérif. Une déclaration signée d'Allison. Ces documents de sortie de l'hôpital. Une seule phrase écrite de ma propre main, ils l'ont laissée exprès parce qu'elle était sur leur chemin. La prochaine fois que je verrai mes parents, ils ne seraient pas seuls, et ils ne souriraient pas. Il y a un silence particulier dans une famille où tout le monde attend de voir qui explosera le premier. C'est le genre de silence dans lequel je suis entré un dimanche après-midi au domaine de ma grand-mère. Le brunch était déjà en cours quand Allison et moi sommes arrivés. La table était pleine. Claire était assise à l'autre bout, trop bien habillée, trop calme. Mes parents faisaient semblant de beurrer des biscuits comme s'ils n'avaient pas laissé ma fille mourir dans le désert. Et grand-mère Rose, elle se tenait près de la cheminée, une canne dans une main, une pile de papier dans l'autre. On pouvait entendre le cliquetis des couverts, mais personne ne mangeait vraiment parce que tout le monde savait de quoi il s'agissait. Ils ne savaient juste pas à quel point ça allait mal tourner. Nous nous sommes assis à l'autre bout. Je n'ai embrassé personne. Je n'ai pas souri. Allison non plus. Claire nous a fait un sourire aux lèvres pincées, le genre qu'on fait à quelqu'un à un enterrement que l'on fait semblant de ne pas avoir planifié. Puis elle s'est penchée sur la table et a chuchoté, « On peut parler après ça ?» J'ai dit, « Absolument pas. » Grand-mère Rose s'est éclaircie la gorge. Tout le monde s'est tu. Cette femme a plus de 90 ans, remarquez, mais quand elle veut qu'une pièce se taise, elle se tait. Elle nous a regardés un par un comme si elle calculait la quantité d'oxygène que nous méritions. Puis elle a dit calmement, « Merci à tous d'être venus. J'ai une annonce à faire concernant ma succession. » On pouvait le sentir, la tension. Le visage entier de Claire s'est crispé comme un élastique tendu à son point de rupture. Ma mère s'est redressée. Mon père a arrêté de mâcher. Allison, à son honneur, n'a pas scié. Grand-mère Rose a continué. Certains d'entre vous m'ont profondément déçu. Vous avez essayé de blesser ce que j'aime pour préserver ce que vous croyez vous être dû. Vous ne réussirez pas. Claire a ouvert la bouche. Ma mère lui a touché le poignet comme pour l'avertir de ne pas empirer les choses. Puis Rose a levé les papiers dans sa main. Avec effet immédiat, ma succession sera héritée en totalité par une seule personne, Allison. Le visage de Claire s'est décomposé. Quoi? Le shérif vous contactera cette semaine, peut-être demain. Tu ne peux pas faire ça, a hurlé ma mère. C'est ta petite fille. Rose l'a regardée comme si elle était une tâche. Et Allison est mon arrière-petite-fille. Elle a plus de moi en elle que vous deux n'en avez jamais eu. Je vous jure, la pièce aurait pu prendre feu et personne n'aurait bougé. Puis Claire s'est levée et, comme on pouvait s'y attendre, a tout empiré. Tu m'as toujours détesté, a-t-elle crié. Tu as toujours voulu que Nathalie gagne.
Rose a haussé un sourcil. Tu penses que ça concerne Nathalie? Claire s'est tournée vers moi. C'est toi qui l'as montée contre nous. J'ai souri pour la première fois de la journée. Non, ai-je dit. C'est toi qui l'as fait. Je me suis juste assuré que les gens le voient. La semaine suivante, des accusations formelles ont été déposées, mise en danger délibérée d'un mineur, négligence, omission de signaler une personne disparue, tentative de fraude concernant l'ingérence dans une succession. Mes parents ont engagé un avocat. Claire a engagé un publiciste. La discussion de groupe est devenue silencieuse. L'invitation de Noël a été discrètement annulée. Alison a reçu une lettre manuscrite de Claire qui commençait par « Je ne voulais pas que ça aille si loin ». Elle se terminait par « S'il te plaît, ne détruis pas toute la famille pour ça ». Alison n'a pas répondu. Elle l'a pliée en deux, puis l'a mise dans la déchiqueteuse. Les gens aiment dire « la famille, c'est tout ». Mais voici la vérité qu'ils omettent, toutes les familles ne sont pas bonnes. Certaines personnes partagent simplement votre sang. Et parfois, ce qu'elles méritent, c'est la distance. La dernière fois que j'ai vu ma mère, elle a essayé de me coincer sur le parking d'une épicerie. Elle m'a demandé si je voulais vraiment tout détruire pour un malentendu. J'ai dit, vous avez laissé ma fille dans le désert. Elle a cligné des yeux, puis a dit, eh bien, elle va bien maintenant, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Je me suis juste retourné et je suis parti. Quelques mois plus tard, Alison a commencé une thérapie. Pas parce que je l'y ai forcé, mais parce qu'elle le voulait. Elle a dit, j'ai besoin d'en parler dans un endroit où je n'ai pas à te protéger. J'ai dit, c'est juste. Elle est toujours silencieuse, toujours vive, toujours sarcastique. Mais parfois, je la surprends à nouveau à rire devant des vidéos, à dormir la porte ouverte, à laisser des tasses sur le comptoir comme si elle savait qu'elle est en sécurité ici. Mais tels que nous sommes, nous n'allons plus aux fêtes de famille. Nous allons plutôt en randonnée, ensemble. Nous emportons trop d'eau, trop de chargeurs de secours, et un sifflet qu'Alison aime utiliser sans raison juste pour m'agacer. Et je la laisse faire. Parce que chaque fois qu'elle le fait, je sais qu'elle est toujours là. Il la voulait partie. Maintenant, ce sont eux qui ont disparu. 9 mois plus tard, nous étions de retour en Arizona. Pas pour une randonnée cette fois, pour le procès. Mes parents et Claire ont été accusés de mise en danger délibérée d'un mineur, de négligence, d'omission de signaler une personne disparue, d'association de malfaiteurs en vue d'interférer avec une fiducie légale, et oui, de tentative d'homicide involontaire. Parce qu'une fois que toute l'histoire a été révélée, le sac manquant, la montre déchargée, la température qui grimpait et il n'y avait plus de malentendu derrière lequel se cacher. Alison a témoigné. Elle se tenait là, calme, pâle, les yeux comme du silex, et a dit, je ne pense pas qu'ils se souciaient que je m'en sorte. Je pense qu'ils espéraient que je ne le ferais pas. J'ai aussi fait ma déposition. Brève, contrôlée, juste les faits. Et puis la sentence est tombée. Claire, 9 ans, sans possibilité de libération conditionnelle avant 5 ans. Mes parents, 6 ans chacun. Le juge a dit, ce n'était pas de la négligence. C'était un acte d'abandon coordonné avec un motif financier, et sans la résilience de la victime et l'action rapide de sa mère, cette affaire serait un homicide. Nous sommes sortis de cette salle d'audience à la lumière du jour. Alison a pris une profonde inspiration. N'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. Certaines victoires sont bruyantes. D'autres sont silencieuses. Celle-ci, elle était permanente. Alors maintenant je vous le demande, suis-je allé trop loin, ou pas assez? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous, car parfois la justice est rendue. Et parfois, c'est personnel.